quartier où est l'argent, vous allez découvrir, ça s'appelle le Country Club, là, dans un quartier un peu discret de Caracas. Et là, vous voyez des villas. Les choses du Sartilvan, ici, à côté, c'est des cabanes, parce que là, vous voyez des palais, avec des piscines comme des terrains de foot, avec des Ferrari et des Lamborghini à l'entrée. Bien sûr, il y a des barbelés, des miradors, des types avec des armes, etc., et des caméras qui vous espionnent. Et ça, c'est juste la maison à Caracas. Il y a la même chose à Miami. Le type, il a une île dans le Pacifique, il a un compte en Suisse. Enfin, l'argent, il est parti là. Et grâce à ces gens-là, il est surtout parti dans les coffres-forts de Exxon, qui, entre parenthèses, l'an dernier a fait 45 milliards de dollars de bénéfices, 45 milliards de dollars de bénéfices. Et ça fait 80 années que Exxon, BP, Total, tout ça, créent leur fortune, la richesse de leurs actionnaires et de leurs dirigeants, en pompant toute la richesse du Venezuela. C'est pas un détour que je fais là, c'est l'essentiel, parce que quand on attaque Chavez, quand on fait un coup d'État contre lui, quand on essaie de le renverser en sabotant l'industrie pétrolière, quand on l'attaque dans les médias en essayant de le diaboliser, de le présenter, lui aussi, tiens, comme un antisémite, ou comme un dictateur, ou un populiste, ou que sais-je, ça, les prétextes sont faits pour s'en servir. En fait, quand on attaque Chavez, c'est pour cacher une seule chose, c'est que nous, multinationales de l'Occident, avons décidé que le pétrole nous appartient, que la richesse nous appartient, et qu'elle doit nous servir à nous, et que les Vénézuéliens, ils peuvent crever, ils peuvent rester dans leur pauvreté. Même chose pour le monde arabe, parce que la leçon de Chavez, maintenant qu'il est au pouvoir, il a utilisé l'argent du pétrole pour donner l'éducation à tout le monde, des soins de santé à tout le monde. Avant ça, il y avait 2 Vénézuéliens sur 3 qui n'avaient jamais vu un médecin de leur vie et qui n'allaient jamais en voir un parce que c'était trop cher. Donc ça, c'est une leçon fondamentale. D'abord pour le Moyen-Orient. Vous savez que dans certains pays du Moyen-Orient, on construit des tours, là, des hôtels, où c'est à qui va construire 100 mètres plus haut que le précédent, et le tarif la nuit, c'est 20 000 euros. Donc il y a des gens dans ce monde-là qui en dépensent 20 000 euros pour une chambre, une nuit. Et l'argent du pétrole, il part à ça, pendant qu'on connaît la misère qu'il y a au Caire, qu'il y a dans une grande partie du monde arabe, et on sait que si l'argent du pétrole était bien utilisé, honnêtement et de façon solidaire, on pourrait mettre fin, mais rapidement, à la pauvreté et construire une économie qui permettrait à tous de vivre dignement. Ça, c'est un principe de la propagande de guerre. Il faut cacher à l'opinion belge et française que quand on attaque Chavez, quand on attaque les Palestiniens, quand on attaque les Irakiens, c'est pour garder le droit de certains milliardaires d'aller passer des nuits à 20 000 euros pendant que le reste de la population y crève de faim. C'est des guerres économiques, c'est des guerres pour ça. Le troisième grand principe de la propagande de guerre, évidemment, c'est que si on veut faire détourner l'attention de tout ce que je viens de dire et que les gens ne se posent pas trop de questions, il faut, excusez-moi l'expression, leur flanquer la trouille. Donc, il faut diaboliser l'adversaire, faire croire qu'il est très menaçant. Et là, vous avez petit a, les armes de destruction massive, petit b, les terroristes, petit c, les fanatiques intégristes. Si vous pouvez mélanger le tout, c'est encore mieux. Il faut flanquer la trouille, comme Bush l'a fait à partir du 11 septembre, pour persuader les gens aux États-Unis que vraiment il y avait un grand danger, que tout le monde allait les attaquer. Et donc, il faut diaboliser l'adversaire, publier des images d'atrocités. Si on n'en a pas, on les invente. Sinon, on va les chercher ailleurs dans les archives, toujours des images, et on les applique à quelqu'un d'autre. Quatrième grand principe de la propagande de guerre, nous, les gouvernements occidentaux, nous voulons la paix, et nous ne voulons pas de mal à ces peuples sur qui nous lançons des bombes. C'est simplement le problème de leurs dirigeants. Et donc on va même essayer de faire croire que nous voulons le bien de ces peuples-là pour les débarrasser de leurs méchants dirigeants. Ça, c'est un principe fondamental. Il y a eu un très bon article que j'ai eu l'occasion de diffuser sur mon site il y a quelques semaines, où quelqu'un écrivait « Massacrer les Palestiniens pour libérer leurs femmes ». Ça, c'est toujours, donc, on mène des guerres humanitaires. On doit aussi présenter nous-mêmes comme voulant la paix, prêts à négocier, mais c'est les autres qui ne veulent pas, et donc tout ce discours pour tromper l'opinion publique. Cinquième et dernier principe de la propagande de guerre, il faut monopoliser le débat, il faut confisquer les grands médias et les émissions stratégiques de la télévision et empêcher
l'autre point de vue, de venir s'exprimer et de faire en sorte que le spectateur puisse réfléchir, se poser des questions, tiens, il y a deux points de vue, et commencer à réfléchir avec son cerveau. Donc c'est la télé pizza, la télé qu'on consomme, qu'on avale, et face à laquelle on ne réfléchit pas. Voilà donc ces 5 grands principes de la propagande de guerre, et je pense intéressant de voir rapidement comment ils ont été appliqués dans la question de Gaza. Le principe occulter l'histoire, cacher l'histoire, il a été appliqué à fond. Ce qui est interdit, je pèse mes mots, ce qui est interdit de dire dans les émissions stratégiques de la RTBF, de RTL et dans les grands quotidiens, La Dernière Heure, La Meuse et autres, qui font l'opinion, de la majorité de l'opinion. Donc, il est interdit de cacher que c'est une histoire d'un État raciste, d'un État colonial et d'un État qui pratique le nettoyage ethnique par étapes, en allant chaque fois le plus loin qu'il peut et en pensant chaque fois à l'étape suivante du nettoyage et de l'expulsion. Le deuxième principe de la propagande de guerre appliquée à la question d'Israël, c'est que l'Union européenne et les États-Unis aiment à se présenter dans cette affaire comme des arbitres neutres qui essayent de ramener la paix et de trouver une solution entre les deux camps. C'est faux. En réalité, c'est une guerre made in USA, c'est une guerre décidée par les États-Unis qui arment Israël avec des milliards de dollars d'aide militaire chaque année. C'est une guerre aussi de l'Union européenne qui vient encore récemment de décider que Israël allait pouvoir devenir quasiment un membre de l'Union européenne, juste avant la guerre. C'est clair qu'ils leur ont donné le feu vert. Et chaque fois qu'il y a ce conflit, l'Union européenne dit oui, mais Israël a le droit de se défendre. Et donc, ils se mettent, en plus, ils sont leur principal partenaire économique. Si l'Union européenne arrêtait ses relations économiques avec Israël, celui-ci serait obligé de négocier dans les 5 minutes. Et donc ça, c'est très important. Quand Israël bombarde et tue des enfants palestiniens, vous savez que c'est avec des armes vendues par la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Vous savez que c'est avec le soutien de Sarkozy, quand la ministre israélienne des Affaires étrangères est allée le visiter, elle a dit « Nous défendons les valeurs de l'Occident » et Sarkozy a applaudi. Donc, effectivement, quand ils bombardent à Gaza, c'est aussi Sarkozy, Merkel et nos dirigeants belges qui bombardent, il faut avoir le courage de le dire. Le troisième grand principe consistant à diaboliser, avec le Hamas, je ne pense pas que j'ai besoin d'expliquer longtemps, que là on présente Dracula, on présente vraiment un épouvantail. Je pense qu'il est interdit d'expliquer ce qu'est vraiment le Hamas, pourquoi c'est ce mouvement de résistance-là qui maintenant a le soutien d'une très très grande partie, d'une très grande majorité de l'opinion en Palestine, que même ceux qui ne sont pas pour le Hamas et qui ne sont pas de cette conviction-là soutiennent le Hamas parce qu'il résiste et que bien souvent c'est le seul qui a une grande capacité de résistance. Et donc il faut faire tout un film, tout un cinéma pour faire peur avec le Hamas, cacher qu'en réalité il est prêt à une solution juste, qu'il a des positions raisonnables, qu'il a déjà fait et est prêt à faire des concessions. Il faut absolument diaboliser et, encore une fois, excusez-moi, mais flanquer la trouille, parce que c'est vraiment ça qui est nécessaire pour que l'opinion marche et ne réfléchisse plus.